Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 10 janvier 2023. Bienvenue chers amis, bienvenue marché crypto, Bitcoin, risque baissier versus lueur d'espoir. Alors, c'est le sujet dont j'ai envie de parler avec vous ce mardi. Quel contexte étonnant de rentrée, quel contexte de marché étonnant. L'ennemi public numéro 1 reste l'inflation sur les marchés. D'ailleurs, vous en avez vu la démonstration ces dernières séances, parce qu'un mauvais chiffre macroéconomique, un mauvais chiffre macro, soutient les actifs risqués. Un mauvais chiffre macro continue de faire baisser le dollar américain. Me direz-vous, mais quelle est cette folie? Pourquoi un mauvais chiffre macroéconomique, en particulier les indicateurs avancés, soutient les actifs risqués? C'est parce que un mauvais chiffre macroéconomique augmente la probabilité d'une récession. Or, une récession, c'est l'instrument ultime de destruction de l'inflation. Or, actuellement, il faut bien avoir ça en tête, car c'est provisoire. Attention, j'insiste. Actuellement, une mauvaise donnée économique soutient la bourse parce qu'elle permettra de ramener l'inflation à 2%. Mais viendra un moment où, si vraiment on entre en récession, les actifs risqués souffriront. Alors, il faut faire attention à ça. Donc, cette semaine, justement, on parle d'inflation, bien ça tombe bien, ce jeudi, publication aux États-Unis de l'inflation à la consommation, le fameux CPI. Vous savez, le marché s'emballe un peu, il faut faire attention. Je parle là du marché action, parce que le marché crypto, on ne peut pas dire qu'il s'emballe. Quoique, il y a eu un mini-pump lundi, mais qui n'est rien, on va tout regarder. Le marché s'emballe et prend un risque. L'inflation, oui, recule depuis 3 mois. Aux États-Unis, elle est passée de 9 à 7,1. Ce jeudi, le consensus pour l'inflation de décembre, mais qui est publié en janvier, donc voilà, le temps que les informations remontent à l'Institut statistique, le consensus est de 6,5. Autant vous dire que le consensus n'a pas intérêt à se tromper. Si le consensus a raison et que l'inflation, que la désinflation se poursuit, cela entretiendra la baisse du dollar américain, qui perd quand même 11% depuis octobre dernier. D'ailleurs, death cross technique, j'y viens dans un instant, mais il est proche d'un support aussi, après 3 mois de baisse. Et cela donnera un peu d'air au marché crypto qui, si on prend le cours du Bitcoin, est stabilisé sur 16 000 $, 50% de retracement entre le point bas de la crise sanitaire et le point haut de novembre 2021. Il se passe aussi quelque chose sur ETH, je vous l'avais peut-être montré la semaine dernière, il y a des cassures techniques haussières sur le ratio ETH-BTC, qu'est-ce que ça nous annonce? Il y a une surperformance, le BNB qui a repris un niveau technique aussi, mais ça manque de panache tout ça. D'ailleurs, je vais la traiter, ce sujet, les lueurs d'espoir et les risques. Il y a des lueurs d'espoir techniques, il y a aussi des risques, mais qui sont surtout du côté du volume et de la participation. Pour l'instant, je ne vois rien revenir. On va regarder quelques datas là-dessus. Donc voilà, écoutez, on va parler de tous ces sujets, Bitcoin, ETH, BNB, et c'est Link, la 4e crypto-monnaie analysée cette semaine. Alors, je voulais commencer par le dollar américain. Je l'affiche tout de suite sous vos yeux. Le dollar US aurait dû être un facteur de soutien majeur pour le marché crypto. D'ailleurs, il a été un facteur de soutien majeur pour les métaux précieux. Il se replie d'environ 10% depuis ses plus hauts d'octobre dernier. Je vais prendre ici la plage de prix le plus haut, voilà, au niveau actuel, voilà, moins 10%. Sauf qu'attention, le dollar US arrive sur un gros support hebdomadaire. Mais ce support pourrait être menacé par la poursuite de la désinflation. Je relève quelque chose d'intéressant en données journalières, un death cross technique. Alors, en quoi cela consiste? Un death cross technique, je vous rappelle ici quelles sont les moyennes mobiles célèbres du point de vue de la finance institutionnelle. Le death cross, c'est lorsque la moyenne mobile à 50 jours croise à la baisse la moyenne mobile à 200 jours. Alors oui, au passage, je vous affiche ici un bouquin excellent écrit par Thierry Béchu, Nebenzal et Eric Bertrand, qui est vraiment un bon bouquin d'analyse technique pour se mettre comme ça aux bases. Mais voilà, ce sont... alors, il y a la moyenne mobile à 30 semaines de Stan Weinstein, la MM exponentielle 21 semaines, car 21 appartient à la série de Fibonacci. Bon, il y en a d'autres, mais Death Cross, Golden Cross, c'est quand même très suivi. Et donc, effectivement, sur le dollar américain, on a ce type de signal. Alors, cela ne veut pas dire que là, on va continuer de chuter en ligne droite, attention, mais ça nous indique potentiellement qu'effectivement, nous n'aurions pas démarré ici qu'un simple retracement, mais peut-être le début d'une tendance baissière. En tout cas, ici, c'est la clé. Nous arrivons, moi je pense qu'on va retracer un peu davantage, vers 100-102 points. Ce sera la zone frontière. Si le dollar venait à briser ce niveau,
et à poursuivre sa tendance baissière, on retrouverait là un gros facteur de soutien pour le marché crypto qui pour l'instant n'en a pas profité car il avait ses propres problèmes à régler. Alors, bon, sur l'ensemble de la semaine, alors toujours d'ailleurs sur le dollar US, vous avez ici le cours de l'euro-dollar, mesurez-vous quel est le rapport, c'est la meilleure façon de mesurer la position sur le dollar US. Vous avez ici la position nette des traders institutionnels d'asset management et de hedge fund. Elle est repassée positive, la position nette, c'était dès septembre dernier, avant le renversement haussier. On revient ici sur ce gros niveau avec l'inflation US. Alors, l'inflation est publiée ce jeudi. Je vous expliquais qu'elle avait commencé à se replier, vous l'avez là sous les yeux, elle est à 7,1, le consensus est à 6,5. Si l'inflation continue de se replier, il y aura un facteur fondamental, évident, de soutien pour les actifs risqués. Pourquoi est-ce que d'ailleurs les économistes, les banques centrales souhaitent la récession? Enfin, c'est mon point de vue. Parce que la récession brise l'inflation. Je vous le montre tout de suite, un instant, je vous le remontre. La récession, vous avez là l'inflation à la consommation aux États-Unis. Vous avez la récession, par exemple, de la crise sanitaire ou encore celle de la crise financière de 2008. Regardez la chute verticale de l'inflation. Sauf que après, il y aura le retour de bâton parce que globalement, l'inflation, c'est pas un contexte macro qui est très favorable. Mais globalement, il se passe quelque chose sur le dollar US. Et d'ailleurs, vous avez sous les yeux, alors ce n'est pas le plus gros ETF Bitcoin du monde, c'est le plus gros ETF Gold du monde avec ses 54 milliards. Je vous montrerai tout à l'heure le plus gros ETF Bitcoin. Eh bien, l'AUM remonte depuis 3 mois. L'AUM remonte depuis 3 mois, l'Asset Under Management, qui est repassé d'environ 49 milliards à 54 milliards. Bon, et on connaît la corrélation inverse marquée entre le prix des métaux précieux, en tout cas entre la dynamique de participation sur les ETF Gold et des métaux précieux et le dollar US. C'est un certain nombre d'indicateurs qui, moi, me font dire que le dollar pourrait menacer ce support. En tout cas, on verra bien avec l'inflation. Mais je voulais commencer par ça parce que ça me semble être le facteur technique dominant. Si vous voulez, le marché crypto, pour réattirer des capitaux, il lui faut du lourd structurel. Étant donné qu'il a ses propres problèmes de confiance à régler, l'incertitude de la régulation, les lois, tout va, et on ne sait jamais jusqu'où ces lois de restriction iront, bon, il a besoin de soutien. Un dollar US qui prolongerait sa tendance baissière après 10% de baisse, ou peut-être qui peut stabiliser mais qui ne repartirait pas tout en haut. Alors ça va être lié à la politique monétaire de la Fed, au taux terminal de la Fed. Bon, ce sont des sujets que je traite chaque semaine ici avec vous, je ne vais pas la réempiler, mais comprenez-moi bien, c'est vraiment à surveiller cette semaine. Et nous aurons la réponse jeudi. Alors, c'est à surveiller cette semaine. Lueur d'espoir versus les risques baissiers. Lueur d'espoir versus les risques baissiers. Alors, lueur d'espoir, les premières lueurs d'espoir que je vois, moi, elles sont techniques. Ce sont ces fameuses divergences hebdomadaires que je vois partout. Bon, j'en ai encore trouvé d'autres. Oui, des divergences hebdomadaires, c'est bien. Une divergence haussière hebdomadaire n'est pas un signal de renversement haussier du prix. Ça alerte, ça highlight, se dit, bon, bah voilà, elles apparaissent après un an de baisse. On se dit que potentiellement, la baisse peut soit freiner, soit stabiliser, soit se renverser. En fait, on s'interroge. Il faut s'interroger. Mais du côté des risques baissiers, vous allez voir, c'est surtout du côté du volume et de la structure fractale, où là, beaucoup continuent de s'appuyer sur ces arguments-là pour viser 12K. En fait, là, on est coincé entre 16 et 19. 16, 50% de retracement de toute la hausse de la crise sanitaire, et 19, 20K, les anciens plus bas de juin dernier, le socle en béton armé. Il faut une séance de rupture. Pour l'instant, on est coincé à l'intérieur. Alors, les lueurs, je vous montre ici la capitalisation boursière totale crypto en données hebdomadaires. Alors, les divergences, ici, il y en a déjà entre la dynamique des prix et le momentum représenté ici par le RSI et représenté par le momentum à 52 semaines. Alors, regardez quelque chose d'intéressant. Vous avez ici le Disparity Index, donc l'écart relatif en pourcentage entre le prix et la moyenne mobile à 200 semaines. La moyenne mobile à 200 semaines est ici en jaune. Et voilà, je relève ce qui pourrait être un soutien chartiste qui nous situe donc 20% en dessous de la moyenne mobile à 200 semaines. Bon, nous y sommes, donc voilà. Mais bon, il y a des divs, on voit les divs, mais ça ne fait pas de décision pour le moment. Alors, du côté des lueurs d'espoir, allez,
je vous la livre ici, c'est une ligne de tendance. Vous avez en jaune la représentation graphique en données hebdomadaires du cours du Bitcoin. Bon, en fait, les 16K sur lesquels on tient, le niveau des 16K sur lequel on tient, c'est à la fois 50% de retracement de toute la hausse entre le point bas de la crise sanitaire et le record de novembre 2021, et c'est aussi donc cette ligne de tendance qui attrape tous les cours de clôture. Alors, attention parce que je mets en dessous la volatilité réalisée à 7 jours du cours du Bitcoin. Regardez, nous sommes revenus sur un énorme support de vol. À l'époque, ici, rebond dans la partie basse, c'était le décrochage de 6 à 3. Ça ne veut, le fait qu'on rebondisse depuis un gros niveau de vol ne dit pas qu'on répète la même action des prix. Par contre, ça va décaler. Alors bon, on n'y est pas encore. Moi, je pense toujours qu'on peut aller chercher pile poil en bas avant d'avoir le décalage de plusieurs milliers de dollars. Donc ça, c'est le risque. L'opportunité étant cette trendline, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur un support de vol pour prendre appui sur la trendline et redépasser les 20K, tout comme l'on peut s'appuyer sur un support de vol pour briser la trendline et tomber à 12. Donc voilà, à court terme coincé entre 16 et 19, sur le plus et sur champ de bataille s'opposent les défenseurs des 12 et les défenseurs du dépassement des 20K. Bon, ça, on a compris le schéma. Donc, bon, ces divergences qui sont des opportunités, qui sont des lueurs d'espoir, je remonte quelques-unes. Vous la connaissez celle-là, celle qui est sur la représentation graphique du Bitcoin ATH Drawdown. L'écart entre le prix et donc ses récents plus hauts et son ancien record historique. Il y a toujours la possibilité d'aller chercher cette trendline et je vois ici une belle diff qui me dit que bon, ça peut tenir. Toujours du côté des lueurs d'espoir, le stock to flow modèle, où vraiment en termes temporels, on rentre dans la zone d'intérêt de formation d'un point bas, car le point bas se fera toujours plusieurs semaines avant le prochain halving, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on peut quand même aller chercher les 12 malgré tout. Et puis, je reviens ici. Ah oui, alors je notais quelque chose dans ce qu'on peut appeler les lueurs d'espoir, mais ça a été vraiment purement technique. Il y a eu le beau rebond sur Solana, c'était prévisible. Deux belles divergences hebdo, à la fois ici sur le Disparity Index à la moyenne mobile à 30 semaines, qui est ici, et c'était sur le RSI hebdo. Alors on vient d'empiler 2 semaines de rebond, on peut éventuellement aller chercher 20, là par contre ça va bloquer. Mais en tout cas, voilà, on va dire c'est un des baromètres du risque du moment. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on va aller chercher jusqu'à 20-25, on verra, mais bon, il y a de ce point de vue-là ici, une petite remobilisation, un rebond technique. Et si je reviens simplement sur le cours du Bitcoin en données hebdomadaires, pour finir sur ces divergences qui sont une lueur d'espoir, je vous remonte celle sur l'écart relatif entre le prix et sa moyenne mobile à 30 semaines, qui est ici, et entre le prix et le RSI. Bon, voilà, pour Alors maintenant, les risques. Bon, les risques, ils sont surtout du côté du volume. Les risques sont surtout du côté du volume. RAS du côté sur la balance des plateformes, il ne se passe rien. Ça décollecte plus, mais ça ne revient pas non plus. Donc bon, bah voilà. Il n'y a quasi pas de volume. Bon, je regarde le volume d'échange et je regarde aussi ce qu'on appelle la mesure dite de l'open interest, l'OI, sur les contrats futurs et les contrats d'options nada. Ça se maintient tout en bas, il ne se passe rien. Et plus intéressant, le plus gros ETF Bitcoin du monde de ProShares, celui dans le sens de l'achat, parce qu'il propose aussi à la vente, parce qu'on peut être vendeur et gagner en shortant. Et donc son code, c'est le BITO. Je vous ai montré tout à l'heure l'ETF, le plus gros ETF Gold du monde, avec un AUM qui est repassé de 48 milliards à 54 milliards. Il y a eu un retour des capitaux sur les ETF métaux précieux grâce à la baisse du dollar. Il n'y a toujours rien sur le marché crypto. Avec ici donc le plus gros ETF Bitcoin du monde. Et depuis un mois, c'est le calme plat sur l'AUM. Donc c'est pour ça, moi je dis, attention, il y a des nano-mouvements depuis le début de la semaine, il ne faut pas exagérer. Et d'ailleurs, toujours du côté alors, la fameuse ligne de tendance hebdo, elle est là. Vous voyez, elle passe ici, mais il ne se passe rien, il n'y a pas de séance. D'ailleurs, toujours du côté des risques. Le risque, on l'a vu du côté du volume, il est aussi fractal
C'est-à-dire que nous sommes toujours dans un décompte qui nous renvoie à 10-12K. On en a parlé plusieurs fois. La zone des 10-12, on la retrouve de plein de façons. Mais voilà, on tient ces 50%. Et au final, et du côté des risques, bien sûr, le contexte macro. Alors d'ailleurs, sur le contexte macro, je vous invite à aller sur le site Cryptost. J'ai écrit un article qui s'appelle « Quelle évolution pour Bitcoin en récession économique ?» Et j'ai fait un tableau. En fait, si vous voulez, c'est le point d'incertitude majeur aussi pour cette année, le contexte macro prospectif. Dépression économique, récession économique, soft landing ou expansion économique. Et à partir de là, on peut essayer de théoriser sur une évolution potentielle du cours du Bitcoin en tenant compte aussi des facteurs cross-assets. C'est donc ce que j'ai essayé de faire en vous rassemblant ça dans un tableau. Voilà, le tableau est là. Vous avez l'article qui est sur le site. Vous avez ah bah ils m'ont mis en pleine page. Bon bah ils m'ont mis là, mais sinon vous avez l'historique de mes articles en allant directement sur mon petit nom et voilà. Donc ça fait partie aussi des facteurs d'incertitude. Pour en revenir justement sur l'aspect fractal, le juge de paix, c'est une séance de rupture. Bon, je sais, je le répète toujours, mais une séance de rupture, c'est quoi? C'est une séance qui associe volatilité des prix, donc en termes d'amplitude verticale, avec un dépassement, avec un changement de polarité chartiste. On va rester dans le jargon. Volatilité verticale, un changement de polarité chartiste et du volume d'échange, de la participation. C'est-à-dire soit réintégrer avec ces trois facteurs les 19-20K, et là on file à 25 et 28, bon déjà 25 c'est bien, soit briser 16 000 avec tous les facteurs dont je viens de parler, et on va à 10-12. Cette séance de rupture n'a pas eu lieu. Aura-t-elle lieu avec le CPI ce jeudi à 14h30 aux États-Unis? Je n'en sais rien. J'ai arrêté de dire que toutes les semaines étaient décisives. Mais peut-être qu'elle le sera. En tout cas, voilà. Alors pour ETH, il y a un truc intéressant. Pardonnez-moi. Quelque chose, un facteur technique. Oh, puis parfois, le jargon, il y en a marre. ETH, BTC. Je ne sais pas si je vous l'ai montré la semaine dernière. J'ai dû le montrer, mais autre part, une superbe cassure technique haussière. ETH BTC va revenir sur ses plus hauts. Il y a une vraie... Alors, c'est un ratio d'analyse de surperformance d'Ethereum vis-à-vis de Bitcoin. Ça ne veut pas dire que ETH va forcément monter, mais dans ce cas-là, baisserait moins vite. Bon. En tout cas, dans un scénario bull, en tout cas, d'un point de vue relatif, c'est haussier. Donc, sur la paire ETH BTC, je vise ici. Il est vrai d'ailleurs, moi j'ai le sentiment que TH nous prépare quelque chose. Vous avez là la dominance comparée entre Bitcoin et Ethereum. Bon, moi à terme, on va sortir par le haut ici, et ça va casser par le bas, et ça va se rejoindre. Je ne sais pas quand, mais moi j'ai ce scénario à plus ou moins long terme. Hein, on dit 2025, comme ça on ne prend pas de risque. Et donc, pour ETH à proprement parler, il y a eu un dépassement de résistance, les 1240 $. Il n'y a pas de volume, mais je me dis que maintenant, tant qu'on tient à 1240, on peut aller chercher MM200 à 1004. Bon, on recasse 1240, on va sous 1000. Bon, voilà. Alors, pour le BNB, ça, on a eu un truc intéressant. Invalidation de l'épaule tête-épaule. Réintégration de la ligne de coût à 260 $. Sans gros volume, du côté de la balance, chez Binance, il ne se passe pas grand-chose, il y a toujours des risques, mais on a repris tout ça. En fait, on revient dans cette espèce de range neutre entre 260 et 325. Parce qu'ici, c'était l'accélération de début novembre avec l'affaire Binance, FTX et compagnie. On est revenu. Là, on tente de sortir par le bas. En fait, on réintègre. En fait, depuis juin dernier, c'est neutre entre 260 et 330, avec parfois des excès de part et d'autre. Nous aurions réintégré cette phase latérale. Bon. Et là, on est enfermé entre MM200 et MM50. Bon, alors, est-ce que vraiment on rebalaye le range, on va là-haut Un signal très baissier serait de repasser une seconde fois sous 260. Là, vraiment, on coule. Repasser une seconde fois sous 260, on coule. C'est le nouveau soutien de cette phase de reprise. C'est le nouveau soutien de cette phase de reprise. Alors pour Link, c'est vrai que ça donne envie, Link. On l'a ici en données hebdomadaires avec cet énorme support
à 5,20, 5,30. Et cette espèce de base que l'on construit, une base qui d'ailleurs se trouve en divergence légèrement haussière lorsqu'on regarde l'action des prix et des indicateurs de momentum comme ici le Disparity Index à la moyenne mobile à 30 semaines ou encore l'indicateur technique RSI. Bon, mais Link ne fera pas son propre chemin seul, c'est-à-dire que s'il reste une purge à venir sur le cours du Bitcoin, il brisera ce niveau pour aller chercher les 50% de retracement à 2,50. Mais voilà, je note qu'on tient cette zone. Alors, accumulation, distribution, les indicateurs de momentum nous disent plutôt que c'est une zone intéressante à tenir. Vous savez, l'analyse technique, c'est qu'un modèle de probabilité. On sait simplement où gérer son risque. Et donc, le niveau qu'on tient actuellement, c'est 38,2 de retracement de tout le bull market, ce qui est quand même un ratio finalement peu faible de retracement. Donc, on montre que ça montre quand même que ça tient. Ça permet de gérer son risque. Il faut bien comprendre que briser 5, c'est aller à 2,5. Donc, si on gère son risque, c'est juste en dessous de 5. C'est juste en dessous de 5. Bon, et puis en journalier, il n'y a rien à noter de particulier. Ça, ce sont des nano-bougies de reprise. Moi, j'appelle pas ça des séances de... C'est pas ce que j'appelle une séance de rupture. C'est pas ce que j'appelle une séance de rupture. Donc voilà, mes chers amis, il faut surveiller cette semaine l'inflation US. Bon, là, j'ai fait tout un blablabla. Finalement, ça reste neutre, d'accord. Ce que je veux simplement dire, c'est que parfois, voilà, si on fixe trop l'écran, typiquement une journée comme hier, dès qu'on a le micro truc vert, on se dit, non, il faut pas se dire ça. Il faut pas se dire ça. La réponse viendra d'une session qui ne passera pas inaperçue. Quelque chose que nous n'aurons pas vu, que nous n'aurons pas vu depuis le début de l'année. Pour interrompre un bear market, il faut quelque chose d'exceptionnel. Et sur le plan technique, ça passe par une séance aux caractéristiques techniques exceptionnelles. Bon, c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure sur le cours du Bitcoin. Pour l'instant, cette séance est absente du marché. Elle arrivera et elle sera provoquée par un jour la publication d'une donnée fondamentale. La prochaine en vue, l'inflation US ce jeudi. Merci à toutes et à tous, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et puis voilà, passez une bonne semaine et à mardi prochain, merci.